Bienvenue au Symposium Désir 2025, intitulé La résilience comme métier, le milieu communautaire face aux crises sociales contemporaines. Cet événement vous est présenté par l'Alliance Désir, regroupant le CAPAC et le portail VIH-Sida du Québec. Nous reconnaissons l'appui financier du gouvernement du Canada et de l'Agence de la santé publique du Canada. Un merci tout particulier à notre commanditaire AbbVie. Bon symposium! Qui est responsable des interventions également au portail VIH-Sida du Québec. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, Quand vous êtes prêts, je vous laisse la parole. Merci. merci. Tout d'abord, je remercie le CAPAC et le BVSQ. Ah, mais ça le doit. Merci. Donc, est-ce que c'est mieux? Oui. OK. Merci de nous avoir invités. Donc, on va présenter Briser les barrières du VIH, accès aux soins et soutien pour les personnes migrantes au Québec. Donc, je suis intervenante responsable au volet soutien. Rapidement, le volet soutien, c'est quoi? C'est des informations sur les ITSS, mode de transmission, prévention, évaluation des risques. C'est aussi du référencement pour le dépistage, pour le traitement, pour l'accès au traitement pour le VIH, pour les autres ITSS. C'est aussi la notification des partenaires. Donc, notre service de notification des partenaires, une personne qui a reçu un diagnostic positif pour une ITSS, cette personne ne se sent pas à l'aise pour en parler, pour discuter avec ses partenaires sexuels et ou de consommation. Donc, cette personne peut remplir un formulaire en ligne sur notre site et nous faisons la notification de manière anonyme et confidentielle. Donc, on utilise différents canaux, soit par texto, soit par clavardage, soit par appel ou courriel pour nos différents services. OK? Donc, pour moi, je suis coordonnateur du projet Naviguer. Donc, en quelques mots, Naviguer, c'est d'accompagner les personnes à des soins de service, particulièrement à des personnes migrantes qui soient arrivées déjà au Québec ou qui songent ou qui désirent, donc, disons, s'installer ici. Et parmi donc les différents services, donc nous avons l'accès à des traitements ainsi qu'à des services de dépistage. Ça peut être à la fois autant pour les personnes vivant avec le VIH ou bien ou non. Donc particulièrement sur la question des tests de dépistage aux ITSS. Et dans le projet, je collecte des données principalement sur des réalités ou des demandes qui sont les plus fréquemment posées, donc des besoins les plus fréquents, particulièrement encore là en termes d'accès aux soins ou de services existants à travers la province du Québec. Et donc, c'est ça, comme très bien expliqué sur FINA, donc nos services s'adressent surtout à une population générale, mais autant aussi à des professionnels de la santé. Pour en savoir plus sur les réalités des communautés migrantes, notre collègue Mathieu, qui est chargé des formations, offre donc un atelier donc, qui s'appelle VIH 202 et donc ça, qui va pouvoir accompagner les personnes concernant beaucoup plus les réalités des communautés migrantes et autochtones. Juste pour votre information, donc cette présentation s'appuie surtout sur notre expérience professionnelle. Donc, elle ne s'appuie pas principalement sur des recherches ou des données institutionnelles telles que les statistiques. Donc, on essaie vraiment plus de parler de notre expérience. Et bien sûr, ce ne serait pas surprenant que parmi ces expériences, ça puisse être présent quand même dans des recherches ou des données. Donc, nous, on va aborder la résidence temporaire. Il faut savoir que dans la population immigrante, il y a plusieurs catégories, mais le plus souvent, celle qui est abordée chez les personnes réfugiées ou les personnes en situation de demande d'asile. Donc, nous, on s'est dit, ben, on va être focus, on va mettre en lumière plus les personnes résidentes temporaires. Donc, c'est quoi? Il va y avoir quelques définitions. Donc, c'est quoi la résidence temporaire? La résidence temporaire, c'est une personne résidente temporaire, c'est une personne qui
est étrangère et qui a la permission de rester sur le territoire de manière limitée, pour une période limitée. Il y a plusieurs catégories dans la résidence temporaire et on va voir 3 catégories, nous, de notre côté. C'est les catégories que nous avons plus d'expérience avec. C'est les travailleurs ou travailleuses temporaires. C'est des résidents temporaires autorisés légalement à travailler au Canada pendant une période déterminée. Par exemple, les personnes qui ont des permis de travail fermés. Donc, ces personnes-là peuvent travailler seulement pour les employeurs ou employeuses qui leur ont donné la possibilité de venir ici au Canada. Il y a aussi les étudiants et étudiantes étrangères. C'est des résidents temporaires autorisés légalement à étudier au Canada de façon temporaire. La plupart des étudiants étrangers doivent obtenir un permis d'études si leur formation dépasse plus de 6 mois. Donc, si la formation ne dure pas 6 mois, ces personnes-là peuvent venir au Canada pour étudier, mais si elles dépassent 6 mois, elles doivent obtenir un permis d'études. Puis, notre 3e catégorie, c'est les visiteurs-visiteuses. Donc, ces personnes sont présentes légalement au Canada à titre temporaire. Un exemple, ce serait les touristes. Donc, c'est des visiteurs et visiteuses temporaires. Et juste pour ajouter que ces personnes, sauf cas exceptionnels, n'ont pas le droit de travailler ou d'étudier au Canada. Bien. C'est quoi les besoins récurrents pour ces 3 catégories? Donc, c'est de manière générale, mais ça peut se décliner de différentes façons même si en fait, ces besoins peuvent se décliner de différentes façons pour chacune des catégories, mais on va voir ça de manière générale. Donc, service de dépistage aux ITSS. Pour une raison ou une autre, la personne peut avoir besoin d'avoir accès au dépistage, accès au traitement préventif, la PrEP, prophylaxie post-exposition, et la PPE, prophylaxie post-exposition, et accès aux ARV aussi. Questionnement sur l'acceptation de résidence permanente en tant que PVVIH ou crainte d'avoir un diagnostic positif. Donc, un peu plus... Disons que la personne peut avoir peur que le fait qu'elle vive avec le VIH soit un frein ou un obstacle au fait d'avoir la résidence permanente ici. Parce que ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que avec la résidence temporaire, comme c'est limité, donc la personne ne doit, au bout de sa période, soit changer de statut, soit renouveler son permis ou quitter le territoire. Donc, l'une des réponses à ça, c'est la résidence temporaire, la résidence permanente. Donc, on demande à la personne d'avoir un test de dépistage pour le VIH pour avoir accès à la résidence permanente. Donc, ça peut être un questionnement pour cette personne-là, à savoir, est-ce que le fait de vivre avec le VIH ne va pas être un bloquant pour avoir accès à la résidence permanente? Questionnement sur la révocation d'un permis temporaire. Vu que c'est flou par rapport à tout ce qui a trait au VIH dans l'immigration, donc ça peut être un autre questionnement. Est-ce que ça ne va pas faire en sorte qu'on révoque mon permis? C'est quoi les défis et obstacles par rapport à ces besoins? Déjà, l'accès et le coût. On a fait la distinction entre l'accès et le coût par rapport au traitement ARV, par rapport au traitement préventif, par rapport au dépistage. Un exemple que je pourrais donner, c'est une personne étudiante qui, bien sûr, on lui exige d'avoir, l'université lui exige d'avoir une couverture d'assurance. Puis, il y a un quota par rapport au dépistage. Et cette personne, au cours de l'année, a dépassé son quota par rapport au dépistage. Et du coup, après avoir dépassé son quota, elle n'a plus accès à ce service de manière gratuite et doit maintenant payer pour se faire dépister si elle en a besoin. Et ça peut aller, dépendamment de la clinique, jusqu'à 500 $. Crainte
d'exclusion des services en matière de critères d'éligibilité. Donc, un exemple que je pourrais donner, c'est pas tout le monde qui a accès au dépistage, par exemple, de manière gratuite ou c'est facile à trouver. Si la personne se rend sur Clic Santé, avec Mike, on va voir ça un peu plus loin. Si la personne se rend sur Clic Santé pour trouver un endroit ou un site pour se faire dépister, puis l'une des conditions, l'une des critères, c'est l'âge, par exemple. On a plus accès aux cliniques jeunesse, 15-25 ans. Ou encore, c'est disponible dans certains organismes communautaires, mais cependant, c'est pour certaines populations. Donc, ces personnes, si elles ne rentrent pas dans ces catégories-là, dans cette communauté-là, dans ces populations-là, elles n'ont pas accès aux services. Démarches d'immigration et crainte de dévoilement de statut par les services de santé auprès des services d'immigration. Donc, toujours ce flou qui fait que les personnes ont peur d'aller se faire dépister si elles sont en démarche d'immigration. Elles ont peur que les services de santé ne réfèrent pas, ne dévoilent pas leur statut aux services d'immigration. Et ça aussi, ça a un rapport au fait d'une manque de connaissances par rapport aux maladies à déclaration obligatoire. Donc moi, je vais aborder donc les défis en région. Comme vous pouvez le voir un peu sur la carte, à droite, donc on peut voir quand même que une bonne proportion de services sont assez concentrés dans les grands centres, donc de Montréal. Donc cette carte peut se retrouver sur notre site, du PVSQ. Donc c'est aussi donc ce défi d'avoir des services qui se trouvent à proximité de la personne. Donc des fois, ça peut être vraiment je pense qu'il y avait déjà une personne qui mentionnait des services qui sont à 5 heures, de route, mais juste concernant plus les ITSS, donc ça peut être vraiment, des probabilités vraiment de devoir se déplacer assez loin pour juste avoir accès à des traitements ou un service de dépistage, simplement aussi en respectant l'anonymat ou la confidentialité, du service, les horaires qui peuvent être beaucoup plus réduits. Donc, par exemple, il y a une personne qui nous a déjà communiqué, qui mentionnait que l'infirmière qui était disponible dans un CLC, n'était là que 3 fois par semaine, donc à des heures aussi réduites. Et donc, cette personne-là avait quand même besoin d'urgence, à ces traitements. Le nombre de places disponibles, donc c'est sûr que les horaires, donc moins d'accessibilité, moins de place aussi. La prise en charge, on parle, d'une prise en charge peut-être liée, par exemple à barrière de la langue, aux différentes encore là de confidentialité, excusez-moi, ainsi que de s'assurer que les personnes soient bien outillées, car ça nous est par exemple déjà arrivé qu'une personne travaillant dans un CSC, je pense que Sifra pourra me compléter, mais qui ne savait pas trop comment faire, c'est-à-dire c'était peut-être la première fois pour cette personne de donner un diagnostic positif au VIH à une personne, donc elle se sentait comme pas nécessairement bien outillée sur ces questions. Mais c'est ça, c'est vraiment, des défis qu'on peut forcément peut-être un peu voir, mais aussi peut-être aussi à la fois dans, dans d'autres endroits, mais en tout cas en région, ce sont des défis bien présents. Hem Aussi, l'un des aspects complexes, c'est celle des couvertures. Donc, quand on parle de couverture, c'est-à-dire que qu'est-ce qui peut couvrir la prise en charge, que ce soit la prise en charge, accès à des traitements ou bien des services de dépistage. Donc, c'est un peu quand même assez difficile de pouvoir naviguer à travers tout cela. Donc, est-ce que ma couverture peut prendre en charge les médicaments que j'ai en tant qu'étudiant? Est-ce que mon université, par exemple, peut couvrir ça, sachant que des fois, certaines universités obligent les étudiants et étudiantes à avoir recours, surtout les personnes, les étudiants et étudiantes étrangères, à avoir recours à la couverture universitaire. Donc, si ce n'est pas toujours compris, donc c'est comme encore là des charges supplémentaires à devoir payer. Sur les couvertures, puisque concernant les travailleuses temporaires, dans le cas où est-ce qu'elle doit prendre encore là obligatoirement les assurances collectives de l'employeur, ou est-ce qu'elle doit peut-être voir une assurance privée.
Il y a aussi les ententes de sécurité sociale, donc disons cette entente entre la RAMQ et avec différents pays, principalement situés en Europe, donc qui permettent les soins et services qui sont similaires finalement, que ce soit les personnes, par exemple, une personne qui provient de France euh, qui, qui aurait rempli cette entente de sécurité sociale avant d'arriver, devrait normalement avoir les mêmes types de services que une personne qui a une RAMQ. Mais bien sûr, il faut aussi prendre en considération les assurances médicaments, parce que c'est pas toujours automatique qu'un RAMQ et l'assurance médicaments publique directement intégrée. Donc, ça, c'est vraiment tous des éléments à devoir prendre en considération, ainsi que les couvertures interprovinciales, donc dans lesquelles une personne provient d'une autre province ou un autre territoire. C'est ça. Qu'est-ce qui peut être couvert, qu'est-ce qui devrait être payé en supplément ou non. Et pour finaliser, c'est aussi donc pour les personnes qui sont là en tourisme, donc les couvertures d'assurance voyage. Donc, est-ce que ça peut aussi permettre d'avoir une couverture en termes d'urgence de médicaments donc, par la suite, donc, Sophia et moi, nous allons un peu vous donner quelques citations, quelques témoignages de personnes, à travers vraiment les différents enjeux d'accessibilité. Oui, donc, comme on l'a souligné au début, ce qu'on présente, c'est ce qu'on reçoit, dans nos expériences. Et donc, on a mis quelques citations pour appuyer les besoins qu'on a évoqués tantôt. Donc, ici, c'est une personne qui a un permis de travail temporaire. Je suis un travailleur temporaire. J'ai une offre de travail avec ma femme au Québec actuellement. Je suis séropositive et ma femme négative. Et je suis mon traitement. Alors, s'il vous plaît, est-ce que j'ai le droit d'immigrer au Canada après avoir reçu le CAQ du Québec? Et si c'est oui, comment faire? J'ai peur qu'il me refuse mon examen médical. Donc, ça souligne, comme je le disais tantôt, le flou qu'il y a par rapport au fait que la personne ait un statut positif pour le VIH par rapport à l'immigration. Donc, c'est pas clair pour tout le monde. Est-ce que tu peux passer au... Merci. Donc, bonjour, j'ai le VIH, je vis en Côte d'Ivoire, je suis en attente de mon permis d'études. Est-ce que ça pourrait être un facteur de refus du permis d'études pour le Québec? Là encore, c'est pas clair. Donc, la personne, c'est sûr que la personne a déjà fait toutes les démarches, puis la personne est juste en attente à savoir est-ce que on va lui octroyer le permis, mais elle ne sait pas si son statut va être un bloquant par rapport à ça. Je voyage depuis la France et j'ai oublié mes médicaments. Y a-t-il un endroit pour accéder au traitement si je n'ai pas de couverture? Donc, ici, cette personne n'est même pas au courant de l'entente entre le Québec et certains pays. Donc, je reçois certains de ces appels aussi par rapport à des touristes qui viennent et qui ont oublié leurs médicaments et qui me demandent, est-ce que si je demande à mon médecin, est-ce que je suis obligée de rentrer au pays, ou si je demande à mon médecin de m'envoyer une ordonnance, est-ce que je pourrais faire le suivi, ou combien ça va me coûter, ou est-ce que ça va être pris en charge par l'entente et tout, et c'est pas clair pour les personnes. Donc, personne étudiante à qui on a prescrit la PPE n'a pu être remboursée par son assurance aussi bien pour les services cliniques que pour le médicament, car considéré comme un traitement préventif par son assurance. Donc là, on peut voir vraiment aussi les spécificités par rapport à qu'est-ce qu'on considère comme médicament, donc traitement pour contrôler, par exemple, la charge virale, et celle qui est plus en prévention. Donc, selon certains assureurs, le traitement préventif ne peut pas malheureusement être couvert, tel que la PPE. Donc, la personne, c'est vraiment dans une situation d'urgence qu'elle a peut-être des craintes, qui est une transmission du VIH. Et donc, la seule possibilité, ce serait justement d'être sur la PPE, qui a un traitement à peu près de 28 jours. Donc, elle serait amenée
à débourser comme une importante somme et à devoir la rembourser dès qu'elle le peut. Mais ça encore là, ça peut être assez amener pas mal un lot de difficultés par rapport à donc déjà je paye mes frais de scolarité, mais ensuite à travers tout ça, ce serait pouvoir rembourser le traitement. J'ai appelé le 811 pour un rendez-vous de dépistage. Ils m'ont indiqué de ne pas pouvoir donner de rendez-vous. J'ai été référé à Clic Santé, mais les CLC offrent uniquement à la clientèle jeunesse entre 12 et 24 ans. Comment puis-je prendre rendez-vous? Donc là, c'est ça. Il peut exister des services tels que le 811, Clic Santé, mais encore là, savoir naviguer de est-ce qu'on rentre dans les critères d'accessibilité, compte tenu c'est ça qui peut avoir certains critères, soit avoir 24 ans et moins, s'identifier en tant qu'homme ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes ou provenant de pays où le VIH est endémique. Donc ça met encore là une personne dans des difficultés de pouvoir savoir quel service peut vraiment répondre à les critères auxquels je pourrais appartenir, mais il m'est encore très difficile de pouvoir savoir lesquels c'est et si je dois payer ou pas. Donc en soi, c'est quand même ça peut être encore là assez difficile pour des personnes qui sont exclues de ces critères de pouvoir trouver un service qui soit accessible, donc à un moindre coût gratuitement. Je suis actuellement étudiant étranger au Québec, non admissible à la RAMQ. J'ai contacté mon assureur étudiant, mais malheureusement, cette médication n'est pas couverte par mon régime d'assurance. Je souhaite donc savoir s'il existe des ressources ou programmes qui pourraient m'aider à accéder à ces traitements malgré ma situation. Donc là, je pense que ça répète un peu déjà les pistes que nous avons parlé précédemment. Donc savoir quel type de couverture la personne peut être admissible, les tentatives que la personne a quand même eu recours pour s'assurer de voir s'il y a bien il y a pas quelque chose qui pourrait l'aider. Mais encore là, c'est ça, cette personne s'est souvent pris un peu dans certaines difficultés ou peut-être elle n'a pas reçu toutes les informations car peut-être dans ce contexte-là, il peut avoir, je pense que comme l'avait indiqué, une publicité du Cercle Orange, donc avoir des petits de programmes peut-être qui pourraient mieux l'accompagner. Donc c'est juste s'assurer de bien connaître ce type de programme, par exemple. Et pour conclure, donc c'est ça, c'est vraiment quelques exemples de ressources, mais bien sûr, il en existe d'autres, ou même celles qui ont été déjà présentées durant les pauses publicitaires, mais juste pour montrer l'importance de cartographier les services, car c'est encore des fois très difficile un peu de naviguer, de savoir quel service se trouve un peu dans quel endroit géographiquement, surtout qu'on vient d'arriver, qu'on connaît peut-être pas nécessairement la ville où on est situé ou la région ou la province. Donc ça, c'est par exemple des services plus liés par exemple à des informations juridiques, donc encore les questionnements. Qu'est-ce qui peut être important à prendre en contexte? Donc on a par exemple les services de VIH Infodroit, d'immigration VIH, de CATI qui offrent quand même des informations très, très importantes en matière de juridique, mais bien sûr les limites par rapport plus à comment accompagner aussi juridiquement les personnes. Euh, les services de dépistage existants, donc certains organismes durant les pauses publicitaires ont pu, je pense, nommer quelques-uns de leurs services. Donc l'importance vraiment du dépistage dans certains milieux ou la collaboration entre certains organismes et des institutions de dépistage, donc réseau, par exemple. Étant un ancien employé de réseau, on avait cet accord avec le CIDEP+, pour pouvoir offrir un service de pré-counseling avant le dépistage, et ainsi un peu d'accompagner la personne dans un service qui peut être gratuit. Donc, mais c'est sûr que ça répond bien sûr à certains critères d'accessibilité. Donc, c'est surtout principalement auprès des ARSA, donc des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Donc encore là, pour les personnes qui ne s'identifient pas dans ce groupe-là, ça revient un peu aux difficultés de pouvoir naviguer. Il y a aussi des services, par exemple, universitaires, des cliniques universitaires telles qu'à l'Université de Montréal,
de pouvoir comme simplement avoir un test de dépistage qui sont uniquement auprès de la communauté étudiante, mais qui peut au moins déjà pouvoir offrir un service plus à proximité de certaines personnes étudiantes. Donc, navigation des services de façon générale. Donc, on a notre carte interactive du PFSQ que vous pouvez retrouver en ligne, mais il y a aussi, bien sûr, Clic Santé. Mais encore là, avec Clic Santé, peut-être on peut avoir accès à certains services de dépistage frais ou sans frais, mais peut-être ce qui a trait beaucoup plus à ce qui est l'accès au traitement, là, ça devient un peu plus complexe parce qu'il n'y a pas d'indication de où est-ce que je pourrais accéder à des traitements en tant que personne vivant avec le VIH qui veut simplement poursuivre mon traitement. Donc, ce qui conclut. Donc, merci beaucoup. Mais merci à vous deux. Donc, on va passer à la période de questions du public, que ce soit en ligne ou en présentiel. C'est qu'il n'y a pas de questions. Donc, mais pour terminer les présentations de cette deuxième et dernière partie du symposium, nous sommes en présence de la directrice du Centre Action Solidarité Montréal, Jeannette Ouaneg, qui va nous dresser le portrait des bénéficiaires du Centre d'Action Solidaire Montréal. Bonjour Jeannette. Bonjour, Quand vous êtes prête, c'est à vous. c'est bon, merci. Oui, bonjour. Donc, c'est Jeannette Ouanegui, directrice générale du Centre Action Solidarité Montréal, que vous connaissez sous le nom de Centre d'Action SIDA Montréal, qui a changé le nom pour plusieurs raisons que vous connaissez, dont la stigmatisation. Nous avons changé aussi l'adresse, nous avons changé le logo, donc tout est nouveau. Alors, je vais vous présenter un peu de mots le profil des bénéficiaires qui viennent au Centre Action Solidarité Montréal. Puis avant, je vais vous présenter aussi c'est quoi notre mission. Nous avons 2 missions, comme vous le voyez à l'écran. Donc, la première mission, quand le CASAM a été créé, c'était de venir en aide aux femmes vivant avec le VIH et leurs proches pour améliorer leur qualité de vie. Puis ensuite, en 2019, il s'est ajouté une autre mission qui est celle de sensibiliser et donc de prévenir aussi dans la communauté. Nous nous promenons dans les écoles, nous nous promenons aussi dans la communauté en général, adulte et jeunesse. Donc, c'est la deuxième mission qui s'est ajoutée en 2019. Nous avons environ à peu près, en date du moment où les données ont été extraites de notre base de données, là, c'est vers le 29 septembre, nous étions à peu près à 380 membres. Les données que vous allez voir, que je vais vous partager, c'est des données, en fait, pour un échantillon de 186 femmes. Avant de vous présenter les chiffres, donc je vais vous présenter qu'est-ce que nous avons comme service. Nous avons l'accompagnement individuel et de groupe. Nous offrons aussi le dépannage au niveau de l'achat des médicaments. Nous offrons le dépannage en urgence. Mettons quelqu'un qui vient, qui a un problème, qui n'a pas encore sa réponse de l'aide sociale, et payer le loyer, etc. Nous avons aussi l'implication au niveau de la concertation avec nos partenaires, comme l'exemple d'aujourd'hui. Nous avons la prévention, donc comme je vous ai dit, à l'éducation et la sexualité, l'aide alimentaire aussi. Nous avons un dépannage alimentaire aux 2 semaines qui vient de Moisson Montréal. Puis il y a aussi d'autres projets donc, qui ne sont pas nécessairement listés. Alors, comme je vous disais, donc moi, ma présentation, c'est vraiment des chiffres. On va parler avec des chiffres sur 186 femmes, un échantillon qui a été pris aléatoirement parmi notre base de données, donc de 380 à peu près, en date du 29 septembre. Alors, les femmes qui viennent au Centre Action Solidarité Montréal, elles nous sont référées par qui? La majorité, donc à peu près 60%, c'est des femmes qui sont référées par... Donc, la majorité, au fait, des femmes sont référées par les hôpitaux.
Et nous avons un hôpital principal qui est notre partenaire qui s'appelle donc le Centre de santé Université McGill. Et après ça, il y a d'autres hôpitaux, mais c'est vraiment le principal. Après ça, euh, vous voyez aussi les cliniques et puis d'autres organismes communautaires aussi. Et des personnes qui s'en vont aussi en ligne chercher sur Google, qui nous appellent d'elles-mêmes. Au niveau donc, de l'ancienneté des membres que nous avons, donc des bénéficiaires que nous avons au CASAM, j'ai pris les données de toutes les femmes depuis la création, donc depuis 1995, ça veut dire la création de la base de données et non de l'organisme. Et en date du moment où j'ai pris les données, ça veut dire que le 40% que vous voyez, donc c'est des dossiers qui ont été ouverts depuis entre 2005 et 2014. Puis ensuite, vous avez le 14% des dossiers qui ont été ouverts depuis le début jusqu'en 2004. Et en jaune, le 33% que vous voyez, c'est de 2015 à 2024. En 2025, vous allez voir ça, c'est en orange, c'est 9%. Puis inconnu, ça veut dire que dans le dossier de la personne, l'intervenant ou l'intervenante n'a pas mis la date nécessairement d'ouverture. Donc, je n'ai pas trouvé l'information dedans, mais ça ne veut pas dire que la personne n'a pas été inscrite et on ne sait pas c'est dans quelle année. Au niveau de la langue, donc la langue parlée est comprise par la personne au moment de l'admission. Donc, dedans, il y a des personnes qui parlent d'autres langues, mais c'est la langue qui a été inscrite sur son dossier. Donc, c'est le français qui domine par rapport aux autres langues. Ensuite, il y a le Kirundi, qui est la deuxième langue plutôt. Donc, en parlant de langue, ça veut dire donc la population que nous desservons sont plus francophones et une minorité anglophone. Puis, quand on dit Kirundi, généralement, c'est un pays qui a été colonisé par les francophones, donc ils sont aussi confondus avec donc on peut les ajouter avec le français. Mais nos communications, juste une petite parenthèse là, on communique quand même en français et puis en anglais pour la minorité anglophone. Au niveau, là le titre je pense il est un peu caché, mais c'est au niveau du statut d'immigration. Donc comme vous voyez, on a beaucoup de demandeurs d'asile à l'inscription. Donc à l'entrée du CASAM, la personne est demandeur d'asile au cours de son intégration avec nous, on essaie de l'aider et puis à un moment donné, la personne acquiert le statut de réfugié, ensuite est résidente permanente, etc., etc. Donc, les données que vous voyez, c'est vraiment à l'entrée, donc à l'admission. Demandeur d'asile, c'est plus. Ensuite, vous avez citoyen canadienne. Ensuite, vous avez résidence permanente, donc, et réfugié accepté. Donc, réfugié accepté, résidence permanente, résidente permanente plutôt, et citoyenne canadienne, je les mettrai ensemble pour faire un tour parce qu'à un moment donné, la personne va accéder à la citoyenneté canadienne. Donc, les 3 catégories. Alors, si vous voyez en rouge, ça veut dire que c'est des personnes dont on ne connaît pas le statut. Sur le dossier, donc la personne n'a pas marqué c'est quoi son statut au Canada. Ça peut être résident, résidente, réfugié, etc. Donc, c'est inconnu. C'est quoi la date du diagnostic? Quand est-ce que la personne qui est en face de nous a été diagnostiquée? Quand est-ce qu'elle a connu son statut? Donc, inconnu, je pense c'est 6% à peu près. En tout cas, c'est non même pas. Ouais, c'est 6%. C'est entre 10 et 5%. Ensuite, de 1995 jusqu'en 2004, il y a 31%. Donc, les personnes qui ont été diagnostiquées entre cette période, au début, quand ça a été créé, donc le CASAM à peu près là, entre 1985 et 1994. Donc, il y a 8% qui ont été diagnostiqués entre 1985 jusqu'à 1994.
Ensuite, on est 2005 jusqu'en 2014, donc 31%, j'en ai déjà parlé. Et après ça, il y a 22% de 2015 en 2024. Et le diagnostic, en fait, on demande ça pour essayer de les aider aussi au niveau de la prise des médicaments. C'est pas juste pour demander nécessairement, c'est vraiment pour essayer de voir quand est-ce que la personne a commencé à prendre un médicament, est-ce que ça va bien avec la prise de médicaments et tout. Ensuite, on a le moyen de transmission. Donc, dans le moyen de transmission, qu'est-ce que nous avons eu comme information? Donc, nous, on se fie à ce que les bénéficiaires nous disent. Euh, les relations sexuelles, donc, c'est ça qui domine le plus. Ensuite, il y a le viol. Donc, la couleur que vous voyez, c'est en rouge. Puis, donc, après, je dirais l'autre aussi sur lequel je dois, insister, ce serait le moyen de transmission en orange. En orange, c'est avec... Non, je ne vois pas très bien là avec... Hmm? C'est les seringues. Donc, c'est avec les seringues. Je dirais que le moyen le plus populaire, c'est la relation sexuelle après ça, seringue. Puis il y a une autre là, le premier, je crois, là, le premier, c'est quoi? La couleur, je ne le vois pas, c'est inconnu. Parce que plusieurs personnes ne disent pas nécessairement par quel moyen. Des fois, ils te disent, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas, donc c'est le plus dominant, excuse-moi. Et le second, c'est relation sexuelle. Puis le troisième, c'est seringue. Puis le viol, ça vient à peu près quatrième, non, cinquième. Puis le jaune, quand je mélange tout là, le jaune, c'est quoi? C'est les jeunes, c'est serein. C'est seringue. Puis l'orange, C'est viol. le rouge, c'est viol. Rouge. Orange. La naissance serait pas le rouge. Il y a la naissance que je ne vois pas. Oui, c'est ça. Le rouge, c'est la naissance, merci. Puis l'orange, c'est seringue. Puis après ça, il y a le viol. OK, parfait. En tout cas, dans tous les cas, vous voyez mieux que moi. Et que désolé pour la confusion des couleurs, OK? Avec le temps aussi la vieillesse, hein? C'est que... Donc, l'identité de genre, la majorité de nos membres, c'est des femmes qui sont nées femmes. Et on a transgenre, c'est entre 0, c'est en bas de 10%. Inconnu aussi, on en a, donc c'est en bas de 10% aussi. Puis, remarque aussi que quand donc les femmes qui arrivent aussi, des fois, elles ne savent même pas c'est quoi. On a plusieurs femmes immigrantes. Donc, des fois, elles ne savent pas, elles n'ont pas de notion, puis elles ne savent pas quoi dire. Puis, c'est pour cela que vous voyez donc inconnu avec donc les données que nous avons. Les travailleuses de sexe, il y en a, mais les femmes ne le disent pas nécessairement et préfèrent ne pas en parler. Puis nous, comment on le sait qu'on en a aussi? Donc, dans les statistiques, sur le papier, vous voyez, oui, c'est vraiment un petit, là. C'est comme entre 0 et même 1% à peu près. Mais on collabore beaucoup avec l'organisme qui a, donc, Stella. Et c'est eux qui nous confirment en disant, Jeannette, nous, on a des membres de chez vous, on les décèle, etc. Puis nous, on ne les connaît pas parce qu'ils préfèrent ne pas en parler. Puis c'est leur droit aussi de ne pas en parler. Et donc, les filles, qui ont dit qu'elles elles ne sont pas travailleuses de sexe, c'est à peu près 80, on va dire 99,99%. Au niveau de l'orientation sexuelle aussi, donc vous voyez la couleur qui domine à 86%, c'est bisexuel inconnu. Ensuite, vous avez hétérosexuel en vert, c'est ça. Puis le rouge, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Puis lesbienne, c'est en vert, c'est la couleur qui est très claire. Donc le 12%, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ma présentation, il y a un problème. Je pourrais corriger ça, puis on pourra vous envoyer les bons chiffres. Donc c'est un problème, je pense, de frappe pour euh, le graphique. Au niveau de la consommation des drogues, donc consommation des drogues,
oui. Donc, on a 5% qui ont répondu oui. Puis le reste, c'est 95%, c'est inconnu. C'est non, excuse-moi. Puis il n'y a pas d'inconnu, donc l'inconnu aussi, c'est comme un intrus. Au niveau de l'âge, donc, les femmes qui viennent au Casam, c'est vraiment la moyenne, c'est dans les cinquantaines, entre 50 ans et 59 ans. Donc, donc les femmes tendent vers le vieillissement et la jeunesse, on en a moins, comme vous voyez là, entre 18 ans et 39 ans, donc il y en a moins que 15%. Au niveau des sources de revenus, la plupart des femmes sont sous l'aide sociale. Donc, c'est la précarité. Et puis, les femmes qui travaillent au chômage plutôt, il y a les femmes au chômage. Et puis, le deuxième, je suis en train de regarder, ça a été coupé, je crois. Mais en tout cas, la majorité, comme vous voyez, c'est vraiment de l'aide sociale. Puis le chômage, ensuite, il y a inconnu aussi un peu de femmes qui ont répondu inconnu, ils ne savent pas. Puis il y en a qui vivent sous donc l'emprise de la famille. Et je crois que c'est celui-là que vous voyez, le deuxième. Ça veut dire c'est la famille qui a parrainé, c'est la famille qui te donne donc qui va subvenir à ton besoin et qui vont payer tout. Donc, ou sinon, c'est son conjoint ton mari plutôt qui t'a parrainé, qui va payer pour toi, pour tout. Donc, tu n'as pas droit de l'aide sociale et tu dois travailler ou sinon, c'est la personne qui te prend en charge. Au niveau de scolarité, nous avons au niveau collégial, en rouge, universitaire. Donc, vous avez universitaire en rouge, en orange, vous avez collégial. Puis inconnu, c'est tout ce que vous voyez, 77%. Puis 8%, c'est secondaire, primaire, 1%. Puis le jaune, c'est secondaire plutôt. Puis le 8%, secondaire non terminé, oui, c'est jaune. Puis le secondaire vert, c'est secondaire terminé. Fait que, merci. Au niveau du statut matrimonial, il y a les célibataires. Donc, on a beaucoup de célibataires. Ensuite, nous avons des mariés aussi, quand même, 28%. Nous avons des divorcés, 3%. Et ensuite, des veuves, 6%. Et nous avons des mariés, donc on avait dit mariés, jaune, mariés, c'est 28%. Orange. Et puis, en tout cas, vous voyez le plus petit là, c'est les divorcés. Non, inconnus plutôt. Inconnus, vous avez 6%. Puis au niveau de localisation, c'est Montréal, 86%. Nous avons Laval, 4% et Longueuil, 2%. Le reste, c'est vraiment un peu partout. C'est pas parce que tu habites en dehors de Montréal, que tu habites à Chicoutimi, que tu habites en Alberta, que tu ne deviens pas membre de Casam. On accepte toutes ces femmes. Elles sont à Montréal avant tout et vont se relocaliser ailleurs, mais quand même, on les garde comme nos membres. Mais la majorité, c'est Montréal, puis on est couvert par l'option que justement, pour la région de Montréal, on ne déborde pas, on ne va pas en dehors, mais on les laisse quand même avoir nos services à distance aussi. Et le contact, bien évidemment. Fait que, on est rendu à la fin de mes chiffres. Je vais vous parler de qui nous finance présentement. Donc, nous, on est supporté par le provincial OPSOC. Nous avons aussi des projets employabilité pour aider les femmes à trouver du travail et préparer aussi par la Fondation canadienne des femmes qui se termine bientôt en fin d'année. Nous avons secrétariat conditions féminines qui nous supporte au niveau des projets pour prévenir les violences conjugales et sexuelles. Nous avons également l'Agence de santé publique du Canada qui nous finançait pour les projets de pères aidantes. Et nous avons aussi la Banque TD qui nous finance au niveau de notre nouveau bâtiment acheté en 2024. Donc voilà un peu de mots, c'est qui nos partenaires financiers.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir enduré avec mes chiffres. Très intéressant. Donc, on va passer à la période de questions du public s'il y en a en personne. Non. En virtuel, est-ce qu'il y a des questions du public? Semble que non. Moi, j'aurais une question en tout cas à vous poser à vous trois. Euh, En considérant tout ce que vous avez dit là dans vos différentes présentations, c'est quoi l'intérêt, l'importance? Est-ce que ça permettrait du moins d'avoir une prise en charge dès l'arrivée? Un meilleur encadrement dès l'arrivée des personnes, que ce soit pour un accès aux soins, pour que ce soit pour les services sociaux aussi. C'est quoi l'importance? Qu'est-ce que ça permettrait d'avoir beaucoup plus d'aide, d'encadrement ou du moins de services dès l'arrivée en fait? Je pourrais commencer. En fait, selon moi, le service d'encadrement, ce serait avant l'arrivée. C'est même pas dès l'arrivée. Donc, tout comme on permet à la personne de connaître les valeurs québécoises, donc il faudrait aussi permettre à la personne de connaître, dépendamment de ses besoins, c'est quoi les services qui sont disponibles, c'est quoi par rapport à ton statut, c'est quand je dis statut immigrant, c'est quoi que tu c'est quoi les bloquants, c'est quoi qui peut révoquer ton statut, c'est qu'est-ce que tu peux faire. Parce que le plus grand des problèmes, c'est la peur d'être refusée, qui fait que certaines personnes, même si elles cherchent les informations, elles ne les trouvent pas. Donc, il y a cette peur-là qui est sous-jacente parce qu'il n'y a pas d'informations là-dessus et les personnes ne savent pas est-ce que ça ne va pas être un sujet de renvoi, en quelque sorte, pour elles. Et dans certains cas aussi, ça peut faire en sorte que ça peut faire en sorte que ce soit un obstacle à la prévention, un obstacle au dépistage. La personne ayant peur que mon permis d'étudiant soit révoqué, je ne vais pas me faire dépister. Ayant peur que mon permis de travail temporaire soit révoqué, je ne vais pas me faire dépister. L'une des questions qui me revient souvent par rapport à ça, c'est où est-ce que je peux me faire dépister de manière confidentielle? Donc, il faudrait que les informations soient disponibles clairement, qu'il n'y ait pas ce flou avant même l'arrivée. Tout comme je vais savoir que, c'est quoi mes obligations en tant que locataire. Il faudrait aussi savoir, avoir les informations pour le dépistage, pour le traitement en tant que personne résidente temporaire. Ok, merci. Si vous voulez rajouter quelque chose? Mais ça a été pas mal complet. Peut-être quelque chose de complémentaire, surtout le avant, c'est de bien connaître les couvertures que la personne peut avoir accès. Encore là, avant l'arrivée, est-ce que son employeur a par exemple une couverture d'accessibilité qui peut prendre en charge les traitements ou d'autres services de soins? À quel moment la personne pourrait obtenir la RAMQ? Donc, juste question par exemple, de délai de carence, de statut migratoire, si la personne vient pour 6 mois ou plus, ou moins de 6 mois. Euh, donc, vraiment, c'est ça. Je pense que les enjeux de couverture viennent en lien avec les enjeux financiers, à travers de comment je pourrais mieux m'assurer d'être bien prêt, pas avoir des dépenses à devoir faire, parce qu'il peut y avoir quasiment des situations où des fois les personnes, ça revient quasiment moins cher de revenir dans leur pays d'origine pour faire leur renouvellement, et ainsi de suite, de continuer à rester. Donc, c'est enfin de pouvoir revenir et de le poursuivre. Donc, c'est ça, c'est vraiment différentes réflexions. Bien sûr, connaître différents aussi programmes existants. Donc, et particulièrement, savoir aussi différencier ce qui se passe au Québec par rapport au reste des provinces et territoires du Canada, particulièrement dans le cas où des personnes communiquent, mais peut-être par rapport à qui, peut-être que le Canada a même pris en charge un peu partout à travers le pays, mais qu'en soi, c'est ça, chaque territoire, chaque province ont leur propre système de santé dans lequel il faut quand même prendre en considération pour pouvoir s'assurer que si à un moment donné, tu devras
te déplacer durant ton séjour à une autre province, donc les choses pourraient être différentes. Donc, ça. Super, merci beaucoup. Et il y avait une question tout à l'heure de Jeannette, est-ce que vous voulez la poser? Oui, c'est ça. En fait, je voulais demander, est-ce que les personnes ayant une résidence temporaire sont obligées de passer le test de VIH pour avoir le visa? La résidence est temporaire. Hum, Une personne, en fait, il y a la visite médicale qui est demandée. Et lors de la visite médicale, il y a plusieurs tests. Je crois que c'est pour la syphilis et le VIH qui est demandé. Mais je ne sais pas pour les travailleurs temporaires. Je sais pour le permis d'études. Ouais, pour le permis d'études. Mais je suis pas certaine pour les travailleurs temporaires. Mhm. Merci. Ben, pour rebondir, c'est ça, ça peut vraiment dépendre du temps que la personne séjourne. Donc, par exemple, pour une personne qui est là seulement de 6 mois ou moins, donc qui devrait pas avoir d'examen médical. Et encore là, l'examen médical peut dépendre des pays où la personne s'est séjournée auparavant. Donc, si elle s'est séjournée plus de 6 mois dans une liste de pays je pense, qui est accessible sur le site du gouvernement du Canada. Donc, il peut avoir un test médical obligatoire qui inclut le VIH. C'est ça, je pense, à répondre à ta question. Mais merci à vous trois. Donc c'est ce qui clôture le symposium La résilience comme métier, le milieu communautaire face aux crises sociales contemporaines, organisé par le portail VIH/SIDA du Québec et le CAPAC. Avant de se quitter, j'aimerais remercier l'ensemble des personnes venues aujourd'hui pour faire leur présentation et j'invite tout le monde à répondre au formulaire d'évaluation en scannant le QR code qui apparaît sur l'écran pour les personnes en ligne et pour les personnes présentes physiquement avec nous aujourd'hui, de répondre sur le papier. Donc merci également aux équipes du CAPAC et du portail VIH du Québec pour l'organisation de ce symposium. Pour moi, ce fut un réel plaisir d'être votre animateur pendant ces 2 après-midi. Et sur ces mots, je vous souhaite une belle fin de journée à tous.